Vamos pueblo a volver al campo, aquí estamos los pueblos soberanos. Vamos pueblo a volver al campo, aquí estamos los pueblos solidarios. Y las mujeres del campo, cultivando un milenio de justicia y de... On est à France Amérique Latine aujourd'hui et on a le plaisir d'avoir Fanny de la Confédération Paysanne et en même temps de Via Campesina. On a la chance d'avoir aussi, je ne vais pas écorcher, Micheline Islanda Aduel, qui est de l'association, l'organisation Tête-Col, Petit Paysan Haïtienne. C'est pas bon, hein, c'est pas grave. Mais qui est membre du comité de coordination internationale de la Via Campesina. Et justement, on a saisi nous cette occasion pour vous inviter et faire un peu le point avec vous sur la situation à la fois au niveau paysan dans l'international, c'est plutôt pour toi, Fanny, mais aussi plus particulièrement sur la situation en Haïti. Et donc, je vais profiter de vous pour partager à ceux et celles qui ne sont pas, ceux qui sont ici présents dans la salle, mais au-delà, un petit peu vos impressions, vos sentiments, ce que vous pouvez nous en dire. Et donc Fanny, à toi, si tu peux nous dire, voilà, quelle est la situation que vous êtes en train de décrire dans cette réunion de coordination internationale de la Via Campesina, c'est cette semaine, puisque vous êtes, je crois, toute la semaine en réunion. Alors moi, je suis Fanny Métra, je suis paysanne en Ardèche avec des brebis et des châtaignes. Je vais que tu vas me voir et du coup, je suis porte-parole de la Confédération Paysanne depuis 1 an. La Confédération Paysanne qui est membre fondateur de la Via Campesina. Pour celles et ceux qui ne savent pas, la Via Campesina, c'est un des plus grands réseaux au monde, plus de 200 millions de travailleuses et travailleurs de la terre, et qui défend le projet de souveraineté alimentaire, le vrai projet de souveraineté alimentaire, pas celui qui est soi-disant défendu par le ministère de l'Agriculture en France. La souveraineté alimentaire qui est le droit des peuples de choisir son alimentation et son agriculture, sans dumping envers les pays tiers. Et pour nous, Confédération Paysanne, faire partie de la Via Campesina, c'est une évidence, puisque nos combats, où que ce soit, en tant que paysannes et paysans, en fait, on se rend compte qu'ils sont les mêmes. Et là, pendant 1 semaine, il y a une quarantaine de délégués de toutes les régions du monde qui sont réunis à Bagnolet pour discuter de la mise en route de toutes nos revendications. Mais le gros focus actuel, c'est quand même quelles sont nos bagarres, quelles sont nos luttes paysannes contre les impérialismes dans le monde. Il y a plusieurs formes d'impérialisme et Islanda, tu vas nous décrire ce qui se passe en Haïti. Mais là, on se rend compte avec les délégués du monde entier, que ce soit l'impérialisme européen, français, états-unien, russe, israélien, chinois, il y en a plein. Et on se rend compte que les paysannes et les paysans, partout à travers le monde, sont souvent les premières victimes en fait, des guerres impérialistes. Et si pour nous, Confédération Paysanne, c'est si important d'accompagner la lutte des paysannes et des paysans haïtiens, c'est que la France a une grande responsabilité dans le conflit, dans la situation catastrophique actuelle. Et on reviendra sur le fait que l'État français, cet État colonial, cette forme de colonialisme qui perdure et qui ne reconnaît pas tous les crimes passés, dont celui du vol de Haïti, du vol des ressources de Haïti. Et tant que la France ne reconnaîtra pas sa responsabilité, tant qu'elle ne fera pas un travail de réparation, on continuera de se battre parce que nous, en tant qu'organisation française, en tant que paysannes et paysans français, c'est aussi de notre devoir de se battre contre cet État impérialiste qu'est la France pour dire qu'il n'y a pas moyen de ne pas continuer. Là, on l'a vu depuis quelques années avec le Corps Group, à quel point l'État français avait une part de responsabilité dans la situation terrible vécue à Haïti. Et pour nous, clairement, des fois, on entend des critiques des paysannes et des paysans, mais aussi du monde rural et de citoyens et citoyennes en disant « mais oh, arrêtez, occupez-vous des droits des paysannes et des paysans en France, vous n'avez pas à vous occuper de ce qui se passe ailleurs dans le monde ». En fait, on le voit bien là, la mondialisation, elle touche tout le monde. Et les conflits mondiaux, on a tous une part de responsabilité dans tout ça.
ça soit à Gaza en Palestine, en Kanaki, en Afrique de l'Ouest, dans les combats que mènent les paysannes et paysans pour dégager l'impérialisme français, ou à Haïti. Et pour nous, ça fait sens en fait de ne pas cliver ces combats, de les tisser ensemble. On a la même colère, on a le même besoin de faire reconnaître nos droits, de faire entendre notre voix. Et du coup, ça va de soi que nos combats sont liés. Et la force de la Via Campesina, c'est clairement de réussir à lier des combats de paysannes et de paysans à travers le monde, malgré, ou justement peut-être grâce aux différences culturelles. On se rend compte qu'on a des différences culturelles qui nous enrichissent, que notre diversité, c'est aussi notre force, mais que les combats, ils sont communs, que quand on se bagarre contre l'accaparement de nos terres, contre l'accaparement de nos ressources, contre la destruction de nos droits sur le droit aux semences, le droit à l'eau, le droit de vendre, là on le verra quand tu décriras la situation en Haïti, de vendre nos productions, de permettre en fait à la population d'accéder à une production de qualité, à une alimentation de qualité, d'arrêter cette logique de libre-échange qui détruit les paysanneries dans le monde, et on le verra à Haïti, cette logique d'importation massive alors que les paysannes et les paysans sont capables de produire l'alimentation pour les Haïtiens et les Haïtiennes. Enfin, il y a un espèce de gros délire dans cette course à l'ultralibéralisation. On continue à signer des accords de libre-échange, en veux-tu, en voilà. Et c'est aussi à travers ces accords de libre-échange qu'on signe, nous, Union Européenne, avec par exemple Israël, avec, là on signe avec l'Australie, avec le Mercosur. C'est aussi comme ça avec l'Inde, on continue de détruire les paysanneries consciemment, en continuant cette logique de marché mondial qui détruit tout le monde, qui détruit les paysannes et les paysans, mais aussi les citoyens et les citoyennes, avec une alimentation qui ne correspond plus en fait aux besoins de la population et aux envies de la population de se nourrir bien, même quand on n'a pas les moyens. Du coup, c'est un combat hyper global, hyper transversal, qui normalement touche tout le monde. Et on ne veut pas d'un combat corporatiste où on se bat uniquement pour les paysannes et les paysans, uniquement pour son pays. On est, Via Campesina, on est clairement un réseau internationaliste. On ne veut pas non plus d'une vision qu'on remet beaucoup en question, une vision très, comment dirais-je, patriarcale, une vision déculpabilisante d'une solidarité. Nous, on veut une solidarité dans l'action, dans la lutte, une vraie remise en question, une vraie demande de justice réparatrice, et pas seulement juste aider des populations qui seraient en difficulté. On ne sera jamais solidaire si on ne remet pas en question fondamentalement la gouvernance mondiale et entre autres les États dont nous faisons partie, nous ici, par exemple en France, cette posture impérialiste et coloniale, cette posture d'ingérence avec entre autres l'histoire du corbeau. Il faut qu'on mette un gros coup de pied dans la fourmilière pour que ça change et on ne peut pas rester sur de la solidarité juste pour se donner bonne conscience. Il faut vraiment qu'on remette en question nos propres lieux, nos propres gouvernements qui continuent en fait cette politique coloniale. Merci, parce que c'est vrai que nous, à France Amérique Latine, on a un collectif, la communauté de paysans, Solidarité Paysanne, avec les paysans latino-américains et caribéens, et parce qu'on a conscience effectivement qu'on a l'obligation de prendre en considération pas seulement le monde ouvrier et le monde de la production, je dirais, industrielle et au-delà, mais aussi le monde paysan qui est fondamental et qui sont touchés. Et en l'occurrence, Michel, tu es venu ici avec avec des propositions ou avec en tout cas une analyse d'une situation que vous pouvez tu peux nous partager. Merci Fabien. Alors, je remercie la CONF, la Confédération paysanne, je remercie aussi la plateforme qui nous a ici. Merci Fabien, parce que je sais pertinemment votre souci, ça fait longtemps, qui travaille en parfaite collaboration avec nous pour le soutien du peuple haïtien. Je suis Michel Mislanda Aduel et membre d'une organisation paysanne, avec tête collectif paysan haïtien, et qui est membre de la colloque La Via Campesina. Mais évidemment, il faut dire que ce sont ces trois structures nationales
qui font partie de la propagande au niveau international, c'est le collectif paysan haïtien, et c'est le MPP, le mouvement paysan papaye, et MPNKP, le mouvement paysan national pour le papaye, qui font partie de la propagande clandestine. Et ma venue ici, et ma présence ici, c'est justement pour parler au nom non seulement de la paysannerie haïtienne et en France, mais aussi comme étant représentante des jeunes de la région Caraïbe au sein du comité de la coordination internationale de la vie clandestine. Alors, et cet espace nous a permis bien évidemment de voir comment, je dirais, de construire, de déconstruire l'autre narratif existant sur Haïti. Donc c'est ça l'idée principale. Et dire que Haïti est un pays pauvre, dire qu'Haïti est tout ce que vous voyez, alors c'est pas du tout ça ce que mon Haïti à moi. Donc la Haïti où je vis et où j'ai grandi et jusqu'à présent je vis. Et là dans notre communauté paysanne dans le département du Nord à Plaisance, donc nous avons une parfaite harmonie, une collaboration entre les paysans et paysannes. Donc participer dans ces espaces au niveau international, c'est justement pour non seulement déconstruire le discours, le narratif sur Haïti, mais aussi de permettre à ce qu'il y ait une unification des paysans et paysannes au niveau international. Parce que bien évidemment, nous, jusque vers les Caraïbes, bien évidemment historiquement, nous a vendu et nous a amené jusque vers les Caraïbes, et comme étant esclaves, bêtes sauvages, tout et tout. Et on voit la nécessité, on ne peut pas s'en sortir comme étant haïtien, hein, puisqu'on ne peut pas vivre du tout en vase clos. Ouais. Et en vase clos, c'est justement pour voir comment, entre paysans et paysans, nous devons nous unir au niveau international pour porter nos revendications communes par rapport à ce que nous prenons, ce qu'est la souveraineté alimentaire que nous prenons. D'abord, pour être souverain et alimentairement, bien évidemment, il faut avoir la souveraineté politique qui est bien plus qu'après. Mais souverain alimentairement, c'est dire que là, nous avons l'autonomie. Ouais? Et pour parler de l'autonomisation de ce peuple haïtien, c'est d'abord nous donner la capacité d'être en alimentation. Donc, ce qui nous a permis aussi, par rapport à nos vécus en Haïti, de dire, et l'État, historiquement, l'État ici, c'est un État anti-paysan. Hein? Anti-paysan dans la mesure où il n'a du tout pas, je dirais, de sa politique publique de voir comment travailler en parfaite collaboration avec les paysans et paysannes haïtiens. Bien évidemment, ils préfèrent travailler avec ce qu'on appelle, entre parenthèses, une bourgeoisie, ce qu'on appelle la bourgeoisie comprador, et import, export, et c'est ça l'État. Et est-ce pourquoi jusqu'à présent il n'y a pas vraiment, je dirais, des investissements agricoles réels sur le terrain. L'État haïtien préfère, en connivence avec la bourgeoisie comprador, investir, ou du moins importer au lieu que c'est la classe paysanne en soi qui exporte. Comme le riz, par exemple. Justement. Et à partir de ça, nous avons aussi, nous n'avons pas jusqu'à présent aucune infrastructure de mise en place justement pour aider la paysannerie haïtienne, bien évidemment, à écouler nos produits locaux jusque vers les grandes villes. Il y a ce qui se passe actuellement, c'est parce que, et ça fait environ 2 ou 3 ans, presque 4 ans, qu'il y a une asphyxie économique au sein de la paysannerie par rapport au blocus, je dirais à l'insécurité planifiée qui n'a pas permis aux paysans d'aller dans les grandes villes pour écouler leurs produits locaux. Et par exemple, pour aller dans le grand sud du pays, on est bloqué. Et pour aller dans le nord du pays, on est bloqué. Donc, l'asphyxie économique locale et qui représente, je dirais, l'économie, je dirais, presque à 60% de l'économie nationale du pays. Et ce qui nous a permis et montré réellement que nous avons la capacité financière économique et la capacité d'être grand monde, je dirais, entre parenthèses, ce qu'on appelle la grande unité, et en mot créole, être souverain et alimentairement. Donc, et depuis que l'État haïtien avait fait le choix, je dirais, de la politique du dumping depuis vers les années 1950, où il préfère importer, par exemple, du riz,
et provenant bien évidemment des États-Unis d'Amérique et qui est moins cher par rapport au riz local et ce qui a permis aux paysans d'être plus fragilisés au fur et à mesure. Là, ce qui se passe, c'est que on crée le chaos, il planifie le chaos, c'est le chaos planifié, parce que bien évidemment, ce qui se passe à maintes reprises, moi je dis ça tantôt, on décrit Haïti. Haïti est isolé, on essaie d'isoler Haïti sur la scène internationale, c'est justement pour voir comment et continuer à exterminer ce peuple haïtien. Même quand on nous fait payer le prix de la liberté, etc. jusqu'à présent. Mais je crois qu'à partir de ça aussi, et la représentation qu'on fait d'Haïti, c'est de dire que vous allez rester, ou du moins vous allez passer toute votre vie à devenir main-d'œuvre à bon marché. D'ailleurs, c'était bien évidemment, c'était dit depuis vers 1915-1934, la première occupation américaine d'Haïti, où on a fait le choix bien évidemment pour que les Haïtiens haïtiennes deviennent toujours des main-d'œuvre à bon marché, où on avait fait le choix d'envoyer les paysans et paysannes en République dominicaine, et c'est la Cuba justement dans la politique de la je dirais la coupe de la canne à sucre en République dominicaine et vers Cuba. Depuis lors, on a essayé de diviser, dire que non seulement l'exode rural, les paysans et les paysannes rentrent dans les grandes villes pour aller travailler dans les factories, dans les usines, etc. Et il y a d'autres qui vont soit en République dominicaine, soit à Cuba. Et depuis lors, nous n'avons pas réellement la capacité de s'organiser, de se mobiliser. Et depuis lors, il y avait aussi plusieurs politiques, par exemple, où l'État haïtien a signé des contrats avec plusieurs entreprises, institutions, par exemple la Chada, qui préfèrent investir pour exporter et avec bien évidemment la coupe de nos arbres. Et jusqu'à présent, on le perd. Parce que comment vous pouvez imaginer qu'un pays, toutes nos richesses que nous avons, on les a pillées, volées justement, et où on exporte nos camps-pêches, les camps-pêches, les cotons, le café, le cacao, tout et tout, et maintenant on reste, je dirais, isolé quoi. Donc ceci nous a permis bien évidemment par rapport à ce problème qui existe et qui est réel, de voir comment continuer à voir, non seulement en tant qu'Haïtien, mais aussi la division qu'il crée aussi, par exemple, sur la même île, la République d'Haïti, la République dominicaine, là, je dirais, sur la même île. Ils essaient aussi de créer une sorte de division pour dire que, voilà, vous êtes Haïtien et dominicain, il y a une division. Alors, ce que ce n'est pas vraiment une division, je dirais, entre le peuple dominicain et le peuple haïtien, c'est de préférence, ils essaient de faire comment, je dirais, l'anti-haïtianisme d'État qui se développe en République dominicaine et par rapport à la nationalistes et tout, et ils essaient de voir comment diviser les peuples. Donc c'est ça la logique, et ce que nous vivons aussi pour l'instant présent, c'est empêcher à ce que les peuples s'unissent, soit au niveau, je dirais, entre haïtiens et haïtiens, une unification nationale, et aussi une division au niveau international pour que on ne peut pas, je dirais, sortir sous l'emprise de l'impérialisme, surtout l'impérialisme américain. Donc voilà un peu, depuis toujours, nous sommes restés enclavés, restés, je dirais, attachés sous l'emprise de la politique et impérialisme nord-américain, et en complicité bien évidemment avec les dirigeants haïtiens, justement, pour porter leurs projets au niveau international. Donc voilà un peu de tout ce qui fait aujourd'hui qu'on parle d'Haïti autrement, on parle d'Haïti que c'est un pays isolé, on parle d'Haïti avec des gangs, alors qu'en Haïti, parfaitement, nous produisons pas d'or. La seule chose que nous faisons en Haïti, c'est bien évidemment des plantations réelles, de l'igname, etc., des produits agricoles, des tubercules, tout et tout. Et le riz qu'on importe depuis les États-Unis d'Amérique et le département appelé par exemple Antibonite, ce département à lui seul qui a la capacité, qui a l'autre, je dirais, cette capacité de donner à manger à travers tout le pays,
Et ce qu'on essaie de faire, on a mis des gangs, je dirais, pour contrôler cet espace risicole dans le département de l'Artibonite, justement pour dire que là, ils créent la famine, ils créent tout et tout, justement pour contrôler et pour piller nos ressources existantes sur le sol haïtien. Donc c'est ça en vrai et la vraie vérité, parce que c'est à nous de dire ce qui est vrai, c'est pas à eux d'écrire et ce qui se passe réellement en Haïti. Alors justement, merci pour toutes ces informations. Justement, le fait que l'on nous décrit, le narratif qu'on nous donne sur Haïti, les gangs, que c'est ingérable, que tout va mal, moi, je sais par les échos et les relations qu'on a, c'est qu'au contraire, il y a une intelligence et une capacité à innover, à se débrouiller et à créer des nouveautés pour vivre bien. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la situation politique générale d'Haïti, que ce soit celle de l'organisation de l'État, ou quand on peut parler d'État, et l'organisation des gangs qui veulent créer des États presque parallèles. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à quand même fonctionner? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une Haïti qui vit, une Haïti qui travaille, une Haïti qui ne demande qu'à être aidée pour pouvoir se développer? Merci Fabien. Alors, il faut dire que le chaos qu'on crée là en Haïti, justement, c'est pour continuer à piller nos richesses. Alors, quand je dis à piller nos richesses, c'est-à-dire, ça fait environ, je dirais, 4 ans qu'il y a une instabilité constante, crée une instabilité constante. Et depuis, je dirais, 2021, après la mort de l'ex-président Jovenel Moïse, nous sommes sur la 3e transition en Haïti, une transition en permanence. Et là, on n'arrive vraiment pas à nous organiser. Quand je dis on n'arrive pas à nous organiser, c'est parce que, bien évidemment, il y a l'implication, du moins, les décideurs locaux qui, en complicité avec ces institutions au niveau international par rapport à leur ingérence, ok? Et ça fait 4 ans environ, on reste bloqué parce que tout simplement, ils ne veulent pas qu'on organise des élections en Haïti. Ce sont eux qui ne veulent pas. Ce n'est pas nous, comme État haïtien, qui ne veulent pas organiser des élections en Haïti. La preuve, c'est que, à travers toute cette transition, là, depuis le 7 février, nous sommes sur la 3e transition, je crois, et avec un Premier ministre, lui qui est le président, comme député, comme sénateur, tout et tout, ouais. Et ce qu'on essaie de faire, c'est que toujours, c'est d'avoir une personne pour liquider leurs affaires, voilà, selon leur agenda au niveau international. Et on arrive, ça fait environ 2 ans, on arrive à voir comment créer, nous comme étant des structures organisations haïtiennes, de créer des plateformes, etc., pour voir comment sortir de ce marasme politique. Et tu veux parler de la plateforme Montana, par exemple? Il y a la plateforme Montana, il y a plusieurs plateformes, il y a plusieurs d'autres structures de la société civile. Et en partant, nous savons pertinemment que ça n'allait pas donner de réponse, parce que l'on veut ou non, comment on peut décider, en ce qui concerne nos affaires internes du pays, c'est il faut aller jusque vers les Jamaïques. Ouais, cette décision a été prise, Jamaïque. Et les jeunes de la société civile haïtienne rentrent à Jamaïque justement pour discuter sur l'avenir de ce pays. Et c'est à travers la CARICOM, bien évidemment la CARICOM, je dirais, et la dénaturée, justement pour rester accroché à l'agenda des impérialistes américains. Et ça a passé, on a passé presque 22 mois, toutes ces structures en Haïti n'arrivent pas vraiment à organiser des élections parce que tout simplement, ce qui était et qui est jusqu'à présent plus préoccupant, c'est la question de la sécurité du pays. Comment on peut organiser des élections puisque
Et dans le département de l'Ouest du pays, environ 3-4 communes du département de l'Ouest et une partie du département de l'Artibonite et une autre partie du département du Centre, par exemple à Mibale, etc. Il y a pratiquement 3 départements. Ce ne sont pas 3 départements dans, je dirais, dans toute sa totalité, mais presque la moitié de ces départements, et on ne peut pas y circuler. Donc comment on peut arriver à organiser des élections alors qu'on ne peut même pas arriver à circuler librement dans le pays. Donc ça, c'est le plus grand problème et qu'on essaie de confronter. Alors, organiser des élections avec qui et pour qui? Donc, nous qui sommes, je dirais, des acteurs sur le terrain, on ne discute pas réellement avec nous. La preuve, on a pris des décisions, par exemple avec le Premier ministre, de faire venir, tout d'abord un groupe militaire et une force occupante, la force kenyane. On sait pertinemment que cette force occupante n'allait pas du tout changer la donne. Et ça a été un échec. Justement, c'est un échec total. Et le pire, nous venons de lire dans un rapport publié, ça fait presque 2 semaines, à l'ONU, qu'il y a des abus sexuels et de ces forces occupantes là en Haïti sur les mineurs. Donc ça, c'est pas une chose nouvelle pour nous, parce que depuis la MINUSTA, etc., il y a le choléra, plusieurs cas de choléra en Haïti, et aussi il y a des enfants de la MINUSTA partout dans le pays, et jusqu'à présent, il n'y a pas un recensement réel, et même, je dirais, des dédommagements pour la famille victime, beaucoup de familles victimes à travers des cas de choléra. Et maintenant, avec cette force, et je dirais de la force kenyane en Haïti, et paradoxalement, c'est la police haïtienne qui donne sécurité à cette force-là. Et en plus de ça, le Premier ministre existant, M. Alexis Fizele, vient de signer un accord avec Eric Prince, avec des groupes militaires aux États-Unis d'Amérique, justement, pour venir s'installer en Haïti et pour la question de la sécurité. Or, la police haïtienne, la police a une capacité énorme de résoudre la question de la sécurité qui est en Haïti. Si on lui donne les moyens. Bien sûr, bien évidemment, si on donne du moyen. Et c'est un choix, c'est un choix de ne pas donner les moyens à l'institution haïtienne. On préfère faire venir d'autres et ailleurs pour la question de la sécurité nationale. Or, la question de la sécurité nationale, ce sont les Haïtiens qui doivent prendre ça en charge. Donc, ce qui se passe réellement, c'est que nous sommes devenus des observateurs de ce qui se passe réellement sur le terrain. Et le dernier cas, c'est que comment on peut être souverain aussi, comme je dis tout à l'heure, que depuis toujours, nous faisons face à un État anti-paysan, ou du moins anti-peuple. C'est parce que, dans toute sa logique, c'est toujours au détriment de ce peuple haïtien. Par exemple, là, il y a des organisations paysannes, des organisations alliées. Il y a une organisation et sœur qui s'appelle SOFA, par exemple, qui est la Solidarité des femmes haïtiennes, qui a environ 8600 hectares de terre dans le département de l'Artibonite, dans une communauté qui s'appelle par exemple Saint-Michel-de-la-Dalaï, où on a liquidé l'ex-président Jovenel Moïse 8600 hectares de terre pour planter du stevia, pour faire du Coca-Cola. Donc on est moins fou, quelle est l'utilité du Coca-Cola pour planter du stevia et justement pour plaire à le monsieur, le directeur bourgeois, entre parenthèses, ce qu'on appelle la bourgeoisie complète en Haïti, et on dit appelle pour planter du stevia. Et ces paysannes maintenant deviennent des ouvrières agricoles de leur ferme à Saint-Michel-de-la-Dalaï. Donc c'est ça la logique derrière tout ça. Et maintenant, ce qui se passe dans cette communauté aussi, c'est que il y a les jeunes de cette communauté maintenant, ils sont devenus des sécurités, etc. pour la compagnie multinationale, c'est Coca-Cola, bien évidemment, en conflit avec l'organisation locale. Ouais. Donc ils créent partout des conflits pour empêcher que, à chaque fois qu'on essaie d'avancer, on recule. À chaque fois qu'on essaie d'avancer, nous reculons. Donc c'est ça la logique derrière tout ça. Alors il y a une question qu'on me pose toujours
quand je fais des débats, mais je la pose puisque tu es là, et c'est comme tu l'as dit, c'est aux Haïtiens de prendre la parole et aux Haïtiennes, c'est qu'est-ce qui fait que, en quoi Haïti est si important pour qu'on lui mette autant de bâtons dans les roues. Cuba, on peut comprendre qu'on lui mette des bâtons dans les roues, c'est le socialisme, c'est les vilains révolutionnaires, etc. Le Venezuela, on peut comprendre, je parle du golfe de la Caraïbe. La France, c'est la même chose, elle n'a pas laissé la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Je dis aujourd'hui parce qu'on a célébré l'année dernière et on s'est battu en France et ailleurs, j'imagine dans le monde, parce qu'on est en contact avec des amis qui sont de la solidarité avec Haïti, au Québec et partout dans le monde. Moi, j'ai fait des débats partout dans le monde sur Haïti. Mais c'est toujours la même question. Pourquoi tant de méchanceté en direction des Haïtiens? Alors, tout d'abord, nous avons osé être libres. Voilà. C'est la première réponse. Voilà. Oser être libre comme étant nègre, négresse, des bêtes sauvages, venus jusque vers les Afriques, dans le continent africain, à Gorée par exemple, et pour aller jusque vers les Caraïbes, et vous avez osé et lutter avec, je dirais, l'armée la plus puissante d'alors, l'armée de Napoléon Bonaparte. Donc ça, on le paie. Et c'est ça. En résumé, ce que je peux dire, nous payons la liberté. On n'a payé que la rançon. Et ce qu'on a fait, parallèlement, on vous dit, ok, pas de problème, vous faites ça, vous allez le payer. Et on organise, par exemple, ce qu'on essaie de faire depuis 1946, avec, je crois que c'était sur le président de l'UNESCO, organiser des campagnes de rejeter tout et tout, justement pour et commencer avec la question de la déforestation. Ouais. Et on est venu en 1825 avec le roi Charles X, qui a signé des accords, etc., pour dire qu'il faut payer la dette de l'indépendance. Alors nous ne disons pas la dette de l'indépendance, on parle de rançon nous-mêmes. Ouais. Parler de rançon, c'est justement dans la logique de dire que, écoutez, la France, vous ne nous avez pas emprunté de l'argent. Donc, si tu empruntes de l'argent, c'est normal de te rembourser cet argent. Mais là, c'est la question, c'est justement, c'est la rançon, on parle de la rançon, dans une autre logique de dire que vous avez pillé, vous avez volé, vous avez kidnappé, et qui paie cette rançon, c'est la paysannerie haïtienne, avec le cacao, et le bois de campèche, le café, tout et tout, on paie et cette rançon avec environ 150 000 francs or. Et à cette époque, ça veut dire ce que ça veut dire. Aujourd'hui, ça fait 47 milliards. 47 milliards de dollars. 47 milliards de dollars. Donc, Excuse-moi, il y a le manque à gagner aussi qui est 115 milliards. Sans compter le manque. Le manque à gagner. Mais la rançon elle-même. Oui, c'est 47. C'est 47 milliards. C'est la rançon elle-même. Effectivement, tu as raison. Il y a toutes les suites. Justement. Donc, depuis là, on s'est dit, ils ont fait le choix, par exemple, dans l'île, ils ont fait le choix d'investir en République dominicaine, au lieu d'investir en Haïti. Utiliser Haïti toujours comme main-d'œuvre à bon marché, main-d'œuvre à bon marché, depuis toujours et jusqu'à présent. Et si vous regardez avec la question de la migration interne forcée, là, au niveau national, les gens qui habitent dans les quartiers populaires, etc. Or, les gens qui vivent dans les quartiers populaires représentent ce qu'ils représentent en termes de la mobilisation, etc. Et ils essaient d'organiser, de planifier plusieurs massacres sur ces gens qui vivent là, à Carrefour, à Solino, Fonds National, etc. Plusieurs massacres à Cité Soleil. Et ces massacres jusqu'à présent restent impunis. Et ce qui a permis à ces personnes de laisser leurs essences, etc., maintenant qui vivent dans des situations douloureuses. Par exemple, ils vivent dans des écoles, etc., dans la rue, partout, c'est surtout à la capitale haïtienne.
Et la question de la migration externe forcée, c'est parce que bien évidemment, on dit on ne peut pas produire en Haïti, et la terre, et ça ne sert à rien, etc. Et parallèlement, il y a plusieurs entrepreneurs américains qui achètent plusieurs dépôts, bien sûr. Par exemple, dans le département du centre, il y a le monsieur qui s'appelle Bill Clinton, à lui seul, possède, je dirais, presque la moitié du département du centre pour l'instant. Donc c'est ça le projet. Te dire, vous n'allez rien régler là-bas, et la terre, etc. Et parallèlement, ils achètent, ils nous exploitent. Et la question de la migration externe forcée, les jeunes qui vont migrer par exemple dans n'importe quel pays, et justement pour dire, là, c'est un pays chaotiquement ingouvernable, voilà, c'est ce qu'on dit tout le temps, c'est un pays ingouvernable, c'est un pays instable, etc. Et on se trouve dans une situation, dans un labyrinthe où on voit comment s'en sortir. Mais ce qui est clair et ce qui est certain, c'est que on sait pertinemment que c'est nous, comme étant le peuple haïtien, c'est nous qui pouvons nous libérer. Donc ce ne sont pas eux. D'ailleurs, on connaît pertinemment leur plan, leur agenda, depuis toujours, etc. Et dans cette logique que nous nous inscrivons comme étant soit militantes internationalistes, et qui se dit qu'à chaque fois qu'on se déplace, on s'est dit qu'on ne se déplace pas, ou du moins on ne parle pas, c'est pas pour quémander, mais c'est pour dire, de la logique de la solidarité internationale, dont nous inscrivons, c'est dire la vérité même quand ça blesse. Hein? Dire la vérité même quand ça blesse, parce qu'il faut appeler le chien, il faut appeler le chat, justement parce que ce qu'on vit en Haïti, la question de l'insécurité planifiée est réelle. Et on ne peut aussi pas réduire un pays à un département. Ouais? Non, je voulais voir si ça fonctionnait. Oui, ça va. Réduire un pays à un département. Ça s'est arrêté un moment, mais... Quand c'était votre question, mais c'est bon. Bon, c'est super. Oui, c'est-à-dire on réduit Haïti à un département, alors que, bien évidemment, Haïti a 10 départements. Comment on peut réduire un pays à 1 ou 2 départements alors que tous les autres départements fonctionnent, bien évidemment, avec tout ce que nous avons comme difficultés internes partout dans le pays. Ouais. Par exemple, au Brésil, il y a dans les favelas, dans les quartiers au Brésil, il y a ce qui se passe en Haïti, ça se passe au Brésil. Ce qui se passe en Haïti, ça se passe au Mexique, dans les cartels au Mexique. Mais puisque ce phénomène-là, c'est un phénomène, je dirais, c'est un phénomène nouveau pour Haïti. Ça fait environ 3-4 ans maximum que nous essayons de voir comment adapter. Mais les munitions, les hommes, ça provient d'où? C'est des États-Unis d'Amérique, en passant justement par la République dominicaine sur la frontière, en complicité avec la police dominicaine, en complicité avec justement pour arriver en Haïti. Donc, si on ne produit pas d'armes, on n'a pas d'industrie d'armement en Haïti. Donc, si on n'a pas d'industrie d'armement, d'où proviennent ces armes et ces munitions? Donc, ces questions, et ils ne veulent du tout pas qu'on les pose, et d'ailleurs, ils ont la réponse. Et comment, dans les ports, et ce sont je dirais, la bourgeoisie nationale qui contrôle les ports, etc., tout, on ne sait quoi et qu'est-ce qui entre réellement dans le pays, qu'est-ce qu'on va faire avec. C'est un pays, je dirais, depuis toujours, ils contrôlent, selon leur ingérence, et jusqu'à présent, ils continuent à dominer. Et, alors, je sais pas, vous avez des questions à poser, mais une dernière pour ce que je souhaitais qu'on puisse évoquer pour l'ensemble de ceux qui verront ton intervention et qui écouteront ton intervention. Nous sommes Confédération Paysanne, France-Amérique latine, la plateforme, parce que tout ça c'est dans le cadre aussi de la plateforme. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Je dis ça parce que l'année dernière, on a fait tout notre possible par rapport à la dette. Nous sommes intervenus auprès du président de la République, qui s'est fendu d'une petite intervention et d'une commission. Donc on attend de voir le résultat, mais on sait bien que c'est une commission pour essayer de faire attendre qu'il y ait le 300e anniversaire. Mais
sur quoi on peut concrètement apporter une aide, qu'elle soit politique ou qu'elle soit même concrète. C'est-à-dire comment on peut construire une solidarité active, concrète, selon toi et selon ton organisation, envers Haïti. Si demain, Confédération Paysanne, la FAL et la plateforme ont dit on va se lancer, on va faire quelque chose de fort, c'est sur quoi principalement tu penses que ce serait important qu'on agisse vis-à-vis notamment de notre gouvernement et de l'Europe, parce que nous, on ne va pas intervenir sur Haïti, ça c'est votre responsabilité, tu l'as dit tout à l'heure et tu as totalement raison. Mais nous, vis-à-vis de notre gouvernement, vis-à-vis de notre Europe, si je puis dire notre Europe, qu'est-ce que l'on peut et qu'est-ce qu'on devrait faire pour vous aider? Alors, ce qu'on commence par faire, bien évidemment, ce qu'on commence par faire, c'est d'abord faire des sensibilisations, parler aux gens, déconstruire le narratif existant sur le pays, en disant que c'est le pays le plus pauvre de la planète, etc., etc. Et dire que bon, c'est pas le pays le plus pauvre, c'est un pays où on a appauvri, c'est ça l'expression appauvrie. Donc à chaque fois qu'on parle aux gens, l'expression, les concepts même utilisés, ce ne sont pas des concepts innocents. Donc de dire, par exemple, quand on parle de la dette, etc., on dit mais c'est pas la dette, c'est la rançon. Donc à chaque fois, déconstruire la narrative, c'est à travers nos prises de parole. Et à chaque fois aussi avec d'autres associations, par exemple d'autres associations de la France, qui ont les mêmes idéologies, etc. que nous, et même d'autres qui n'en ont pas, de dire, voilà comment discuter, puisqu'il y a des groupes organisés aussi qui sont en France, par exemple, partout dans le pays, par rapport à la question de la migration. Il y a des étudiants qui vivent ici, qui habitent, qui étudient, etc. Il y a des organisations alliées, la Confédération de la vie campesine, d'autres plateformes. Donc, créer plus de mécanismes possibles de faire des conférences, des mobilisations, etc. autour d'Haïti et parallèlement discuter avec soit des députés, des sénateurs, etc. dans le Parlement européen. Je sais qu'à plusieurs reprises que la plateforme Solidarité Haïti, etc. essaie de faire ça avec le Parlement européen, de voir lorsque ces gens signent des contrats, à travers l'Union européenne, par exemple, et à travers l'OMC, à travers la FMI, de comment avoir un regard spécifique sur ce qui se passe réellement par rapport à l'autonomisation de ce peuple. Donc, et c'est ça, tout d'abord, il faut s'accentuer sur de déconstruire le discours existant sur Haïti. Ce que je peux dire ensuite, c'est que étant donné que nous avons la capacité réelle en Haïti, d'ailleurs, jusqu'à présent, il n'y a pas de gros investissement en Haïti, c'est un choix. Parce que nous, comme étant paysans et paysannes, nous travaillons une agriculture de subsistance à petite échelle. Jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment d'équipement adapté, etc., etc. Et de concert avec d'autres organisations, par exemple la Via Campesina, nous avons par exemple des agroécologues, des cadres au sein de la Via Campesina. Nous faisons des échanges parallèles pour dire que on peut passer par exemple 8 jours, 15, etc. en Haïti et parallèlement on vient en France, etc. passer en France pour voir comment, entre organisation et organisation, voir ce que l'on peut mobiliser. Parce que la logique derrière tout ça, lorsque nous faisons des conférences, etc., c'est dire que bon, qu'est-ce que vous voulez? Certaines fois on dit, mais qu'est-ce que vous voulez concrètement? C'est pas, la question, c'est pas une question économique, c'est pas une question économique, mais c'est pas une question de demander, etc. On a dit non. D'ailleurs, la question fondamentale, c'est de voir comment discuter, comment rencontrer les décideurs internationaux et de dire, il faut stopper leurs ingérences là. Par exemple, l'ambassade de France en Haïti. Comme je suis en France, l'ambassade de France en Haïti. Comment l'ambassade de France en Haïti et à travers, ça fait bon nombre d'années, et avec d'autres ambassades qui constituent le corps groupe en Haïti, ça fait longtemps, l'ambassade d'Espagne, du Canada, etc. et en Haïti,
comment leur dire, il faut laisser à nous, comme étant haïtiens, de décider sur notre avenir. Ce n'est pas à eux de dire ce que nous devons faire. Ce n'est pas à eux de donner des dictées aux dirigeants haïtiens. Donc c'est ça, à chaque pays, chaque organisation qui, par exemple en France, discuter avec le Parlement européen, par exemple, discuter avec les gens de l'ambassade de France en Haïti pour dire que voilà ce que vous faites là et comment les punir aussi. Hein. Il faut avoir des sanctions au niveau international. Ce n'est pas seulement des sanctions, bien évidemment, il y a certains noms en Haïti, etc., maintenant, qui sont sous l'emprise des sanctions au niveau international, alors que ces gens circulent, c'est comme si rien n'était, etc. Il faut que les gens qui nous font subir, il faut qu'ils paient aussi. Et aussi, la question de la rançon, s'il vous plaît, on demande à la France de nous donner l'argent volé, de nous restituer l'argent volé, parce que justement, c'est clairement dit. Et où la France va commencer, quand. Donc là, on aimerait bien savoir quand. Parce qu'avec cet argent, on peut faire plein de choses. Hein? Donc c'est ça, je dirais, la logique derrière tout ça. Après, on sait très bien que dans cette France-là, dirigée par des ultralibéraux qui ont une posture coloniale, on n'arrivera à rien et que l'idée, c'est aussi de créer un rapport de force, nous, organisation française, pour dégager en fait. Et tu disais, c'est les mentalités qu'il faut faire évoluer, décoloniser les mentalités françaises, c'est d'une importance capitale pour Haïti, mais aussi pour plein d'autres pays. Pour ce qui se passe à Gaza, on continue à armer Israël, pour ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, partout en fait dans le monde, la France arme tous les conflits de ce monde et on continue à avoir des politiques qui imaginent pouvoir donner des leçons, se croire supérieurs aux autres. Cette posture-là, typiquement française, d'une longue histoire coloniale, elle est inscrite dans les mentalités d'énormément de personnes et entre autres de ceux et celles qui nous dirigent. Du coup, l'idée, c'est pas uniquement discuter, c'est plutôt créer un rapport de force pour contrer en fait cette posture impérialiste. Il y a du boulot, parce que franchement, on est face à des gens qui sont incapables de se remettre en question, qui croient encore que la France, même sous d'autres mots, sous d'autres façons, en fait, la posture coloniale, elle reste. Et on n'arrive pas à en sortir, parce qu'on est toujours dirigé par la même élite politique qui a des privilèges. En fait, si la France, elle est ce qu'elle est, avec tous les privilèges avec lesquels nous vivons, on le sait tous pourtant. C'est bien parce qu'on a pillé l'Afrique, c'est bien qu'on a pillé plein de pays, et c'est ce qui fait la France d'aujourd'hui. Et si on ne reconnaît pas tout ça, on en est là aujourd'hui avec un certain pouvoir, une certaine vie de privilégiés, c'est parce qu'on a pillé d'autres peuples. Et actuellement, on est dirigé par des gens qui sont incapables de reconnaître cette responsabilité-là. Et du coup, nous, c'est à nous aussi de rentrer dedans, de tisser des convergences, du coup, avec plein d'organisations de la société civile, plein d'organisations syndicales, plein d'organisations de la solidarité internationale, pour dire, en fait, on n'en veut plus. Il y a des coalitions qui existent, hein, coalition guerre à la guerre, des coalitions anticoloniales, décoloniales, et il va falloir qu'on mette le paquet, parce qu'on ne pourra pas imaginer le monde de demain en continuant avec cette injustice. En fait, le monde est dirigé par un système tellement injuste et tellement où des dominants prennent le pouvoir sur tout le reste. Et je pense que nous, il faut qu'on soit radicaux en fait. On ne peut pas continuer juste à dire on va discuter et c'est pas bien. Et en fait, il faut qu'on désobéisse, il faut qu'on contre. Il faut qu'on soit une force où on contre en fait ces politiques d'ingérence qui sont juste insupportables. L'autodétermination des peuples, en fait, elle est inscrite dans le droit international et on voit que le droit international, que ce soit pour Haïti ou à d'autres endroits, il est en permanence bafoué. Et pourtant, c'est le droit international qui constitue une sorte d'unité mondiale qu'il va falloir qu'on redise, Voilà, c'est en tout cas, ce qu'il longue faut bagarre. que tu transmettes à tous nos amis haïtiennes et haïtiens et aux organisations progressistes, démocratiques qui sont là-bas, qu'il y a aujourd'hui en France, et on essaye de l'élargir un peu plus chaque fois, une plateforme qui peut être un interlocuteur, en tout cas, porte-parole localement de vos revendications,
de vos analyses, de vos propositions. Nous, on ne veut être que des porte-paroles, et des porte-paroles actifs, et pas simplement de transmettre la parole, et comme tu dis, de manifester, d'agir, de pousser au maximum tout ce que l'on peut obtenir, et notamment par rapport à la rançon, on va relancer prochainement le gouvernement sur ce qu'il a mis en place et dont on ne voit pas grand-chose pour l'instant, et en même temps sur l'ensemble des questions que tu as posées. En tout cas, pour moi, ton intervention est majeure, je le dis sincèrement, parce que ce qu'on a enregistré là va être très utile pour déconstruire, comme tu dis, le récit et en même temps faire entendre la parole haïtienne dans notre pays et peut-être même au-delà à travers Internet. Ça peut être, enfin, on n'est pas les seuls à le faire. Et je trouve que tu as été très pédagogique et en même temps très concret, parce que c'est vrai qu'on le prend souvent par d'autres angles, et là on a voulu le prendre par l'angle de la paysannerie, parce qu'on sait que c'est un sujet important, et puis de faire avec la Confédération paysanne, c'était une grande occasion à cette conférence internationale. Peut-être si vous avez des questions, ou si vous avez envie d'interpeller, même si elle doit être un peu fatiguée, mais parce qu'elle a une journée déjà vue. Une semaine. Une semaine. Oui. Non, moi j'ai pas de questions, mais je félicite, c'était vraiment très bien vos deux interventions. Félicitations. Ouais. Merci. C'est vrai que merci. T'as d'autres? Non, je viens d'arriver. Donc... Comment vous faites? Alors, si. Elle n'a pas recommencé, hein, je te préviens. Alors, le dernier mot de la fin Oui, pour l'instant. c'est pour toi. Oui, alors c'est dit que merci et à la plateforme française et de solidarité et avec Haïti, que nous avons bien évidemment une longue histoire, et que ce soit avec la PAPDA, que je connais cette plateforme à travers la PAPDA, avec Camille Chalmer. Ouais, Camille. Oui, et aussi avec la conf ici à travers la Via Campesina, donc qui nous soutiennent beaucoup dans leurs revendications, etc. Et je vais tout simplement conclure pour dire que Haïti était, Haïti est et Haïti sera toujours debout tant que nous, comme étant jeunes paysannes conscientes, mobilisés autour de cette question. Donc, ce que l'on nous impose, c'est que on ne peut pas fuir, c'est-à-dire ce ne sont pas, toute la jeunesse haïtienne ne peut pas laisser Haïti. Donc, faire le choix de rester, c'est aussi faire le choix de notre pays meilleur pour que la génération future trouvera un pays digne de ce nom où on va continuer bien évidemment à faire nos travaux, etc. Et comme on l'est et comme on vit, et c'est pas pour la première fois, hein. Je pense que je ne passe ici pas pour la première fois, mais je pense que j'aurai toujours la possibilité de discuter, parler davantage, etc. autour de cette question majeure, et qui ne va pas rester bien évidemment dans un tiroir après avoir discuté, etc. Et ça s'arrête là, mais grâce à vos organisations, pas bien, hein, vos organisations qui tiennent à cœur la question d'Haïti, on vous remercie. Et Fanny, on vous remercie aussi Fabien pour cet espace et pour parler au nom d'Haïti, au nom de la jeunesse haïtienne, au nom de la paysannerie et haïtienne, justement pour rester debout comme étant peuple rebelle, digne, souverain, et voilà. Alors je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on va avoir l'opportunité de reparler d'Haïti à Cotonou, au Forum social mondial, oui. Parce qu'on a prévu bien entendu qu'il y ait un débat sur Haïti, et j'espère que vous aurez les moyens, la possibilité de trouver un financement pour venir à Cotonou, parce que c'est très important. J'en ai discuté, on avait réunion, puisque je suis au secrétariat du Conseil international du Forum social mondial, donc je suis à la direction du Forum social mondial, et à ce titre-là, on a eu le secrétariat tout à l'heure, juste à 4 heures, à Paris, et on a évoqué notamment des grands débats, et je pense que dans l'un de ces grands débats, ça serait bien que vous puissiez être présent.
Je ne sais pas si, en tout cas, à la Via Campesina, on a fait le choix que, comme c'est énormément d'organisations de la Via Campesina qui organisent le FSM, que c'est la parole paysanne va être hyper bien représentée par les caravanes de la convergence globale des luttes. Il y aura 3 caravanes déjà ce jour. Ouais, et du coup, c'est nos organisations là, on en parle. Et du coup, quand même, ce qui a été décidé, c'est que c'est vraiment les organisations paysannes africaines qui vont participer au nom de la Via. Je ne sais pas s'il y a trop de budget pour... Oui, on va le discuter, mais pour nous en Haïti, la Via Campesina en Haïti... Je crois que c'est bien parce qu'il y a toute la question aussi de l'afrodescendance, etc. Ça fait des liens qui vont au-delà d'un forum en Afrique, c'est un forum mondial. Donc il faut du budget. C'est pour ça que j'ai mis le bémol tout à l'heure en disant si vous aviez les moyens, ce serait important. Mais si on peut essayer de voir peut-être avec des organisations françaises qui peuvent aider à financer un billet, je ne sais pas, il faut qu'on trouve le moyen. En tout cas, moi je vais voir avec la plateforme, faire en sorte que, en se mettant à plusieurs, peut-être avec les Belges, avec les Québécois, etc., on peut essayer. Je vais lancer quelque chose dans ce sens-là, vous essayez de voir ce que vous pouvez faire de votre côté, nous on voit de l'autre côté, et on rassemblera ça dans le cadre de la plateforme française. En tout cas, ça peut être une idée concrète pour faire entendre votre voix originale, personnelle au sens d'haïtiens et d'haïtiennes, au niveau mondial à Cotonou. Et je pense que ce serait important que vous disiez. Et oui, hier, la Via Campesina en Haïti, hier, il y avait une rencontre, je crois que c'est la PAPDAC qui avait pris l'initiative d'organiser une rencontre en Haïti, où il y a plusieurs organisations, je crois, en Haïti qui vont participer. Mais là, oui, le plus qui vont partir à Cotonou. Oui, mais le plus grand souci maintenant, c'est le financement. Mais voilà, on s'en train de discuter. Ils veulent participer, mais jusqu'à présent, on ne sait pas est-ce qu'on va trouver le moyen, etc. Mais c'est... Alors l'ambassade de France peut aider dans ce sens-là. Parce qu'on a eu des contacts avec l'ambassade qui disent vouloir aider. Alors, naturellement, ils disaient un peu comme tu l'as dit pour la Via Campesina, c'est-à-dire plus d'abord les Africains à aller. Mais nous, on voudrait que l'ambassade de France, et donc la France, le ministère des Affaires étrangères, on va essayer de contacter aussi le ministère des Affaires étrangères. On peut peut-être y aller au niveau de la plateforme rencontrer le ministère des Affaires étrangères pour dire qu'ils puissent aider financièrement. Ça peut être l'ambassade de France qui paye un billet, c'est avec le fonds de développement, l'AFD. C'est quelque chose qu'il faut en tout cas les pousser. Quand je les ai rencontrés au lendemain de Katmandou, du forum de Katmandou, ils avaient dit qu'ils étaient très intéressés par la volonté de relance, ils avaient été interpellés par ce qui s'était passé à Katmandou. Sauf que depuis, on ne les a plus revus, forcément, et puis en plus, nous, on a fait toute l'année autour de la rançon, donc forcément, ça n'a pas dû leur faire beaucoup. Mais je pense qu'il faut qu'on revienne là-dessus. On restera en contact là-dessus. Merci. En tout cas, ça peut être un point concret de visibilité et où on peut apporter une contribution. Ah oui, moi, la Via en Haïti, oui, nous sommes en train de discuter pour... Merci.